Bonjour, nous avons fait donc une vidéo sur le modèle A, je suis gravement malade et je suis peut-être en fin de vie, et maintenant j'ai le modèle B, vous voyez, je suis apparemment en bonne santé, et je ne suis pas atteint d'une maladie grave, et donc je voudrais quand même rédiger mes directives anticipées pour le cas où je ne serai plus en mesure d'exprimer cela au moment de la fin de ma vie. Donc je ne veux pas justement faire n'importe quoi, je peux être victime, comme je vous dis tout à l'heure, d'un traumatisme crânien, d'un accident vasculaire cérébral qui vont m'emmener dans un coma prolongé, voire irréversible, et bien sûr que je dois indiquer ici, si je veux, comme Vincent Lambert, je ne veux pas être maintenu en vie indéfiniment. Moi je l'écris, laissez-moi vivre quelques mois quand même pour être bien sûr que je suis en état végétatif, non récupérable, que ma famille ait le temps de s'habituer à ce que je vais les quitter, et puis voilà, et puis à ce moment-là, eh bien, on mettra en place une sédation profonde et continue jusqu'au décès, voilà. Je peux dire aussi que, au titre de la loi de 2016 qui prévoit l'obstination déraisonnable, je ne veux pas, par exemple, subir de réanimation cardio-respiratoire comme ça indéfiniment, de l'assistance respiratoire, une alimentation, une hydratation artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont bien des traitements. On peut arrêter des traitements, on n'arrêtera jamais les soins. Ça, j'ai entendu ça récemment justement avec l'histoire de M. Lambert, des inepties totales. Il va mourir de faim et de soif, là aussi. C'est un cliché qui est ancré dans la tête des gens. Il faut souffrir pour mourir, il faut s'étouffer pour mourir. J'ai entendu ça depuis 30 ans. Donc c'est absolument faux, faux et archi faux. Pour des gens très simples, on sait très bien que quand on ne mange pas, quand on est gravement malade, au bout d'un jour ou deux, votre estomac se met en veilleuse, et il a disparu, et il n'a plus la sensation de soif, ni de faim. La seule chose qu'il va faire, comme je disais tout à l'heure à l'équipe, là où je travaille dans le service de l'identifié de Rissorangis, il faut faire des soins de bouche, si possible, pour que les gens aient une bouche bien humide et bien confortable. Et puis, là aussi, j'ai le droit de demander à avoir une sédation profonde continue si mon pronostic est à court terme, de quelques heures à quelques jours, et que je suis dans une situation de souffrance réfractaire, qui peut être une souffrance physique, mais aussi psychologique, sociale, spirituelle ou existentielle. Et bien sûr, je fais je signe. N'oubliez pas. Je peux être aussi dans la capacité d'écrire mes propres directives. C'est le cas particulier qu'on trouve sur le numéro 5. Et donc c'est marqué que je suis dans la capacité d'écrire seul mes directives et je me fais aider à ce moment-là par 2 témoins qui vont signer, je sous-signer nom, prénom, qualité, atteste que les directives anticipées ici avant sont bien l'expression de la volonté libre et éclairée de monsieur ou madame Attel. Fais-le à autant, je signe. Deuxième témoin, à autant, je signe, terminé, et voilà. Et donc tout ça est bien clair et précis. Et puis si vous avez envie, ce qui n'est pas une obligation non plus, les directives ne sont pas une obligation, comme je l'ai dit, c'est une possibilité que vous offre la loi, comme la loi vous autorise, depuis longtemps aussi, à nommer une personne de confiance. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne de confiance, c'est quelqu'un, ça veut bien dire en qui j'ai confiance, donc ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami, votre médecin traitant, n'importe qui, et vous dites, je voudrais que cette personne, Madame X, Madame ou bien Monsieur X, soit ma personne de confiance. Vous l'écrivez, vous le signez, et vous demandez à la personne, bien sûr, de contre-signer pour dire « j'accepte d'être la personne de confiance de monsieur ou madame Untel ». Et bien sûr, tout cela est bien gardé au propre, tranquillement, pour ne pas le perdre. Et on vous le demande très souvent maintenant. Autant les directives anticipées, c'est difficile pour beaucoup encore à te pouvoir poser la question. Moi, ce matin, j'étais à domicile avec une personne qui est, disons, en fin de vie, je dirais, assez proche, mais encore avec toute l'incertitude que se pose la fin de vie, eh bien, je lui pose la question directement en disant « Madame, vous voulez justement finir votre vie à domicile, nous, en tant que réseau, on va faire un signalement au SAMU, on a une fiche SAMU Palia, mais s'il y a un accident sérieux, vous pouvez faire appel au SAMU qui, au vu de vos directives anticipées, je veux mourir chez moi, fera les soins et les traitements appropriés chez vous et ne vous transférera pas à l'hôpital. » Donc vous voyez que c'est très important de bien réfléchir à tout ça et de ne pas faire les choses dans l'urgence, parce que dans l'urgence, c'est toujours l'erreur fatale. Je vous remercie.